Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, mes collègues Mohamed Fadl, Btissam Yunus, Mohamed Amin Yazri et moi-même Amin Isbachir allons vous parler de la sécurité des cartes bancaires. Tout d'abord, on va commencer par vous présenter c'est quoi une carte bancaire et ses composants. Ensuite, on va vous parler des protocoles de paiement par carte bancaire en ligne et par machine. Après, on va passer à l'étude des attaques des protocoles de paiement, notamment affaire Serge Hampish, et la correction de ces protocoles et leurs failles. Et on va finir par une petite conclusion. Dans cette partie, on va parler des composants d'une carte bancaire. D'abord, la carte bancaire est un moyen de paiement moderne qui existe dans plusieurs catégories, classique, premier et gold, qui donnent des avantages différents. La carte aussi fonctionne à travers des différents réseaux comme Visa et Mastercard. En général, les cartes bancaires se composent de plusieurs éléments. Il y a le logo de l'émetteur, c'est-à-dire la banque soit réelle ou virtuelle, logo des réseaux d'acceptation Visa ou Mastercard. La puce, c'est un microprocesseur doté d'une mémoire de la capacité de calcul. Le hologramme qui est destiné à rendre plus difficile la fabrication des fausses cartes bancaires. On trouve aussi le numéro de la carte, le nom du titulaire de la carte, la date d'expiration et d'autres. Dans le dos de la carte, il y a le panneau de signature qui contient la signature du titulaire. La bande magnétique contient en réalité les informations bancaires du propriétaire de la carte qui sont lues par le terminal de paiement pour effectuer la transaction lors d'un achat. Il y a aussi le cryptogramme visuel qui est un code de sécurité et d'autres composés. Dans cette partie, on va... Le but de cette partie est de découvrir les protocoles et algorithmes qui assurent la vérification, la protection des données et l'authentification du client sur Internet. Premièrement, c'est la vérification du numéro de la carte bancaire. Algorithme de Leun. La formule de Leun est un type de somme de contrôle ou checksum, c'est-à-dire qu'on calcule une séquence de nombres à partir de notre bloc de départ intéressant afin de vérifier l'intégrité de ce bloc. Pour bien illustrer l'algorithme et les étapes à prendre pour vérifier les numéros des cartes, on propose l'exemple suivant. On a une carte bancaire avec une séquence de nombres. La première étape, c'est de doubler un valeur sur deux de droite à gauche. Par exemple, le premier nom c'est 4 est inchangé, le 0 est multiplié par 2, le 9 est inchangé et le 5 est multiplié par 2. La deuxième étape, c'est de sommer les chiffres des valeurs supérieures à 9. Par exemple, on a 14, c'est 1 plus 4, c'est 5, et on remplace 14 par 5. Finalement, on fait la somme des chiffres de l'étape 2. Et si cette valeur modulo 10 égale à 0, alors le numéro est valide. Sinon, c'est pas valide. Par exemple, dans cet exemple, on a 80, c'est 0 modulo 10, et alors le numéro de carte bancaire est valide. Un autre protocole de sécurité des transactions Internet, c'est le Secure Electronic Transaction, développé par Visa et Mastercard. Le but de SET est de protéger les informations bancaires des clients en utilisant des différents algorithmes de chiffrement et de hachage afin de passer la transaction sans donner et stocker explicitement cette information chez le marchand. Il existe 3 étapes du Secure Electronic Transaction: la signature double, la demande d'achat et la validation de cette demande. Premièrement, on va parler sur la signature double. Le but est de connecter deux pièces d'information destinées aux deux entités différentes. On a les informations de paiement destinées pour la banque et les informations de la commande destinées pour le marchand. On va appliquer une fonction de hachage sur le PI et le OI et on va faire une concaténation de la sortie. Après cette concaténation, on va appliquer une troisième fonction de hachage pour générer le POMD.
c'est le Purchase Order Message Digested. Et enfin, on va utiliser un algorithme de cryptographie asymétrique avec une clé privée avec le clé privé du client. On va générer la signature double. Deuxièmement, on veut générer une demande d'achat. Alors, pour générer cette demande, on doit avoir le PI, la signature double et le OIMD. Puisque cette demande est générée dans l'environnement du client, on a accès au PI et l'OIMD. On va alors générer un digital envelope. C'est une clé symétrique temporaire d'un algorithme de cryptographie symétrique chiffré par le clé publique de la banque. On va faire alors une concaténation de ce digital envelope avec le PIMD, le OI, la signature double et le certificat du client qui contient son clé publique. Alors, le marchand reçoit cette demande, il veut valider l'origine de cette demande. Il peut alors prendre l'OI, faire la même fonction de hachage pour générer le OIMD, le concaténer avec le PIMD déjà envoyé et appliquer une deuxième fonction de hachage pour générer le POMD. On peut dire que c'est le POMD sense. C'est le POMD envoyé. Pour trouver le POMD original, on va exploiter la signature double et le certificat du client. Le certificat du client contient son clé publique. Et puisque la signature est chiffrée avec le clé privé du client, on peut aisément le déchiffrer et trouver le POMD. Et faire une comparaison entre le Secure Socket Layer ou simplement le SSL est un protocole utilisé afin d'établir un canal de communication sécurisé entre l'utilisateur et le serveur en utilisant une clé publique pour chiffrer les messages entre eux. Les étapes de ce protocole sont les suivantes. Premièrement, le client et le serveur échangent la configuration la plus optimale pour assurer la communication. C'est les versions des protocoles, l'algorithme de chiffrement, hachage, etc. C'est le rôle de client hello et serveur hello. Deuxièmement, les serveurs envoient un certificat qui contient le clé publique du serveur et signé par une autorité de certification. Pour marquer la fin de cette petite transmission, le serveur envoie au client un serveur hello done. Ensuite, le client envoie un client key exchange. C'est une clé générée aléatoirement et qui est appelée le clé de la session. Et ensuite, le client envoie au serveur un change cipher spec qui signifie le début de la communication chiffrée par les clés échangées. Le client enfin signale la clôture de cet échange et cette communication SSL. Le serveur fait la même chose, il envoie un change cipher spec et un server finish. Passons maintenant à la partie du paiement par machine. Nous nous intéressons dans cette partie au protocole utilisé pour effectuer un paiement par machine chez un commerçant. Imaginons une personne Alice, la détentrice de la carte bancaire. Le protocole pour payer par machine est le suivant. Alice introduit sa carte dans le terminal. Le commerçant saisit le montant de la transaction sur le terminal. Ce dernier authentifie la carte et un message d'authentification est affiché.
Un message qui demande le code à Alice est affiché sur le terminal. Alice tape son code sur le terminal. Celui-ci transmet le code à la carte. Si le code est valide, la carte le signale au terminal. Jusqu'à cette étape, tout se passe localement sur le terminal. Vient ensuite une phase de vérification distante. Cette dernière n'est réalisée pas pour toutes les transactions, mais seulement pour celles dépassant un certain montant assez élevé, et encore uniquement pour 20% d'entre elles. Dans ce cas, le terminal demande l'autorisation à la banque pour cette carte et pour le montant, et la banque donne l'autorisation. Dernière étape, le montant M est débité. Ces différentes étapes constituent la vue de l'extérieur du protocole. Nous expliquerons en ce qui suit le réel fonctionnement de ce protocole. Passons maintenant au mode de chiffrement. Il existe deux grandes familles de méthodes de chiffrement. Le premier, c'est le chiffrement symétrique, aussi appelé chiffrement à clé secrète ou privée. C'est la plus ancienne forme de chiffrement. La caractéristique de ce chiffrement est l'usage de la même clé pour le chiffrement et pour le déchiffrement, comme le chiffre de César, Vigenère. Ce type de chiffrement est très sûr en théorie. Cependant, en pratique, il se pose un problème majeur. Si on voit cette figure illustrant ce protocole de chiffrement, on ne voit pas comment Alice et Bob peuvent échanger de manière sûre les clés. C'est le principal défaut de ce système. Le deuxième mode, c'est le chiffrement asymétrique. On peut comparer ce système de chiffrement au fonctionnement d'un cadenas. Ici, Alice dispose de deux clés. Une clé publique, c'est la clé verte, c'est elle qui fait office de cadenas, et une clé privée, c'est la clé rouge, et la clé du cadenas. Ainsi, Bob peut chiffrer un message à l'aide de la clé publique, et seule Alice pourra le déchiffrer avec sa clé secrète. Elle est la seule à la posséder. À l'inverse, Alice peut coder un message à l'aide de sa clé privée, et Bob peut le déchiffrer à l'aide de la clé publique. Après avoir vu la définition et le fonctionnement des modes de chiffrement, nous pouvons maintenant donner une description plus précise du protocole cryptographique relatif au paiement par machine. Ce protocole contient trois étapes principales. La première, c'est l'authentification de la carte. Lorsqu'on introduit la carte dans le terminal, il a besoin de savoir à qui elle appartient et s'il s'agit effectivement d'une carte valide. Ceci est réalisé grâce à la cryptographie asymétrique. Lors de la fabrication de la carte, un ensemble de données est inscrit sur la puce, comme le nom, le prénom, le numéro et la date de validation. Ces données sont présentes de deux façons, d'une part en clair et d'autre part sous forme chiffrée, en utilisant la clé secrète S du groupement des cartes bancaires. Ainsi sur la carte, on trouve le couple données S de données et ce sont des informations qui sont transmises par la carte au terminal. Le terminal, lui, peut donc vérifier la carte par la connaissance de données. Il peut aussi vérifier que la carte est valide, car il peut calculer en utilisant la clé publique P du groupement des cartes bancaires P de S de données, et vérifier si cela est bien égal à données. Si c'est le cas, c'est que la carte est valide, car personne normalement ne peut calculer S de données. La deuxième étape, c'est le code confidentiel. Le client est invité dans cette partie à entrer son code secret sur le terminal. Celui-ci le communique en clair à la puce de la carte bancaire qui le compare avec la valeur stockée. Si les deux valeurs coïncident, la carte retourne OK au terminal. La troisième et dernière étape, c'est l'authentification en ligne. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, cette étape ne s'applique pas à toutes les transactions, c'est juste pour des transactions à des montants assez élevés. C'est une étape longue et considérée parmi les causes principales de l'augmentation du temps d'attente et l'allongement des files aux caisses dans les grandes surfaces. Le seuil de 20% de vérification a donc été choisi afin de pallier ce problème tout en gardant un quota de vérification dissuasif contre les fraudes. Dans ce cas, le terminal interroge un centre de contrôle à distance qui envoie à la carte une valeur aléatoire X. La carte calcule une valeur Y qui est égale à f de kx, où k est une clé secrète inscrite sur la partie illisible de la carte, et f est un algorithme de chiffrement symétrique. La valeur Y est retransmise au centre qui lui-même calcule f de kx et donne ou non l'autorisation. Remarquons que ceci nécessite que le centre connaisse la clé secrète de toutes les cartes bancaires.
Passons maintenant aux attaques sur les protocoles de paiement. Parmi les attaques les plus connues, il y a l'affaire Serge Impic. En 1998, l'informaticien Serge Impic met en évidence une faille dans le protocole de chiffrement du système bancaire de son époque. Les banques utilisaient un protocole basé sur un envoi de nombres aléatoires à la carte bancaire qui renvoie ensuite un code grâce à une clé contenue dans la carte bancaire. Tout ceci à l'aide d'un chiffrement à clé publique type RSA. Le terminal calcule le même code et peut ensuite les comparer pour valider le paiement si les deux codes sont similaires. Impic prévient les banques que ce protocole présente des failles et qu'il est en mesure d'effectuer des paiements avec de fausses cartes. En fait, les cartes possèdent une clé appelée S qui permet de calculer S de données afin d'effectuer l'authentification de la carte par le terminal, qui lui aussi connaît le code S ainsi qu'un code P permettant de vérifier que P de S de données est égal à donnée. Cette attaque, ou bien ce qu'on appelle la méthode de Impic, concernait uniquement les transactions avec authentification en ligne. Donc a priori, il était impossible d'attaquer les distributeurs qui pratiquent systématiquement l'authentification en ligne avec un central. En réalité, Impic avait pointé du doigt deux failles dans le protocole bancaire utilisé. Commençons par la faille logique. Le couple data privé était inscrit en clair sur chaque puce, donc il était possible de les lire et de les reproduire sur une autre carte à puce vierge. D'autre part, il était aisé de fabriquer des cartes bancaires qui, quel que soit le code secret rentré, répondaient OK au terminal de paiement, ce que l'on appelle des yes-cartes. Ainsi, en fusionnant ces deux étapes, le pirate peut fabriquer une fausse carte à partir d'une carte bancaire valide qui réalise les mêmes transactions sans aucun problème au blocage de terminal. Le deuxième type, c'est une faille cryptographique. L'algorithme utilisé pour les chiffrements asymétriques n'est autre que le célèbre RSA. Mais la clé utilisée en 1998 ne comportait que 320 bits. Or, en 1998, factoriser un tel entier n'était plus impossible. En fait, le record se situait à 512 bits. Impic, en utilisant simplement un logiciel japonais de factorisation, avait réussi à découvrir la clé secrète K privée. Si on combine maintenant la faiblesse logique et la faiblesse cryptographique, il devient ainsi possible pour le pirate de fabriquer de toutes pièces une fausse carte bancaire, sans avoir besoin de partir des informations d'une carte bancaire valide. Pour bien comprendre ce type d'attaque, prenons l'exemple suivant. Soit par exemple XXX, un ensemble de coordonnées d'un client, nom, prénom, numéro de carte, date de validité imaginaire. Puisque le pirate dispose maintenant de la clé privée KB-1, il lui est possible de construire XXX KB-1. Il peut par la suite construire une YAS-card en ajoutant ces deux coordonnées dans la zone publique de la carte. Et en ajoutant le programme répondant toujours OK, quel que soit le code tapé. Passons maintenant aux autres types de fraude. Malheureusement, les fraudeurs rivalisent d'ingéniosité pour détourner des cartes bancaires. Le titulaire d'une carte bancaire peut être confronté à plusieurs autres types de fraude. Premièrement, l'utilisation par un tiers de sa carte bancaire suite à une perte ou un vol. Alors la personne qui a trouvé ou volé la carte l'utilise pour son propre compte. Deuxième type, c'est l'utilisation des identifiants correspondant à sa carte bancaire. Alors suite à un paiement en ligne, des pirates récupèrent les identifiants de la carte et s'en servent pour effectuer des achats. Et ça arrive toujours dans les sites qui sont non sécurisés. Troisième type, c'est la copie de la piste magnétique de sa carte. Cette copie est souvent réalisée grâce à un dispositif de copie placé sur un terminal de paiement ou un distributeur de billets. Il s'agissait notamment de dupliquer la piste magnétique d'une carte bancaire à l'aide du terminal de paiement modifié par les complices du commerçant. Donc, il commence par copier des pistes magnétiques sur des supports vierges dans le but de créer des cartes bancaires fausses et ensuite il récupère le code secret en manipulant le terminal. Afin de faire la correction du protocole, le groupe EMVCO, Europay, Mastercard, Visa, publia les spécifications détaillées du nouveau protocole EMV. Celui propose 3 protocoles de transaction pouvant être activés en fonction de la carte terminal. On a le SDA, DDA et CDA. Dans notre présentation, on va parler du DDA
qui est le Dynamic Data Authentication, qui est un protocole hors ligne qui se base sur le chiffrement RSA. Dans notre situation, on a trois composants. T qui est le terminal, A le nom du titulaire de la carte et C la carte bancaire. Après l'authentification, la carte va envoyer ces informations au terminal qui sont la data chiffrée avec la clé publique de la banque et aussi la clé publique de la carte chiffrée avec la clé privée de la banque. Le terminal va donc calculer la data à travers la clé publique de la banque pour vérifier que la carte est réelle. Puis, elle va calculer la clé publique de la carte pour l'utiliser après, dans sa communication avec la carte. Pour être sûr de la carte SIM de la carte bancaire, le terminal va envoyer un nombre aléatoire et il va reçu le même nombre chiffré à travers la clé publique de la carte et elle va faire la vérification à travers la clé publique de la carte. Cette opération est très importante parce que la carte bancaire est la seule qui possède la clé ou sa clé privée. En conclusion, le monde des cartes bancaires subit des changements et des améliorations quotidiennement et très rapidement. Malgré l'avancement des protocoles et des techniques de la cryptographie, il reste très difficile de trouver un protocole qui ne contient pas des failles. Et à cause de cette évolution rapide de la technologie, plusieurs protocoles utilisés ne sont plus fiables et présentent un niveau de sécurité insuffisant. Actuellement, une large communauté de chercheurs s'applique à travailler sur les protocoles de paiement par carte bancaire et continue à chercher des solutions pour garantir leur sécurité afin de protéger les utilisateurs de cette technologie.